Bienvenue au C'est ça vite! Allô Kim! Salut Alex! De quoi qu'on va parler aujourd'hui Kim? Aujourd'hui Alex, on va parler de la différence entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion et les avantages et les désavantages de l'un et l'autre. Oh, j'aime ça! Mais avant tout, qu'est-ce qu'on boit? Ah, le plus important! J'avais hâte là, à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va boire un Riesling, si je le dis bien, désolée si je le dis mal, de la région de Niagara, juste ici, oui, avec des notes de lime, miel et pomme mûre. Oh, c'est le fun! Tout en fraîcheur aujourd'hui. Oui. Je mentionne que j'ai loussé le cap pour Alexandra. J'avais un petit peu de misère ici, là, à ce moment-là. Ouais, c'est peut-être bon. Si Pas tu veux. facile. Riesling. Pourquoi je me suis mis de la crème sur les mains? En anglais, En anglais. Bah ben là, ouvre-le donc, voir. un vin Riesling. Un vin Riesling. Aïe, tu l'avais loussé. aïe. C'est le fun que ce soit un twist cap, par exemple. Oui, ça, j'avoue que oui. C'est pratique. Oh, on a vu ça. Allons-y pour le cheers. Cheers! Oh! Oh, je suis surprise! Hey, moi Attends. aussi. La pomme est là. Mais ça goûte le vin quand même. C'est très bon, ça. OK, wow. Belle découverte. Mon Dieu, c'est excellent. C'est... Prenez-la en note. Ça se décrit mal. C'est sec, mais en même temps fruité. Oui, Mais pas comme... mais pas trop fruité. Ouais, non, délicieux, franchement. Bravo, bon choix. Mais merci, Kim. Merci. Donc, les coupes qu'on utilise aujourd'hui viennent de Espace Nook, une boutique située à Granby pour agrémenter tout votre espace personnel à la maison. Bon, Alex, Oui! entrons dans le vif du sujet. Donc, on parle de acheter une voiture neuve ou acheter une voiture d'occasion, les Exactement. avantages, les désavantages, les petites précisions là-dessus. Oui. Voici les avantages pour les véhicules neufs. Donc, à la base, le véhicule arrive en parfait état. On a une garantie complète aussi avec le véhicule. On a le choix d'avoir une location pour les véhicules neufs. Oui, par contre, je vais apporter une précision ici. Ça peut exister pour un véhicule d'occasion. Il y a entre autres les locations privées qui existent. On y reviendra peut-être dans une autre capsule. Puis il y a certaines compagnies qui offrent la location dans l'usager, mais vu que c'est pas le standard, disons qu'effectivement dans le neuf, ça donne le choix là, de la location plus que dans l'usager. Exactement. On a aussi l'option d'avoir, de choisir ces options directement sur le véhicule. Et pour terminer, souvent le taux d'intérêt est moins élevé lorsqu'on fait un achat. Oui, absolument. Puis il y a certaines protections aussi qui ne sont pas disponibles sur un véhicule d'occasion. Oui, t'as raison. Versus un véhicule neuf, donc tu peux seulement prendre quand l'auto est neuve. Entre autres, les plans d'entretien, par exemple. Oui, Tu ne peux exactement. pas le racheter dans un véhicule d'occasion. C'est directement neuf. Oui, tout à fait. Donc, ça, on revoit ensemble. Donc, garantie du véhicule complète. Le véhicule arrive en parfait état. Taux d'intérêt qui est souvent moins élevé. Les options qu'on a à choisir et l'option d'avoir la location en véhicule neuf. Parlons des avantages pour les véhicules neufs maintenant. À la base, il y a toujours une grande dépréciation dans les premières années du véhicule. Puis aussi, lorsque tu vas acheter un véhicule neuf et que tu choisis de le louer, il va toujours falloir qu'au départ, tu choisisses le kilométrage. Donc, s'il y a un changement dans ta vie, tu dois faire avec le kilométrage que tu décides au départ. Et surtout, le véhicule est toujours, la plupart du temps, plus dispendieux lorsque tu l'achètes neuf. Oui, absolument. Puis je rajouterais aussi que je regarde sur ma feuille pour être sûr de dire la bonne affaire. Mais oui, c'est ça, si tu fais beaucoup de kilométrage, il y a un plus gros impact sur un véhicule neuf au niveau de la valeur de revente si tu roules beaucoup versus un véhicule d'occasion. Effectivement. Parlons avantages usagers. Oui. Donc, au niveau des avantages, on vient de le dire dans le véhicule neuf, dans les désavantages, le véhicule va toujours être moins dispendieux lorsque tu vas l'acheter usagé. Oui, parce qu'il y a une bonne partie de la dépréciation qui a été faite par le propriétaire initial. Exactement. Tout dépendant de l'année que tu vas l'acheter, c'était le deuxième point, dépréciation qui est déjà débutée au niveau du véhicule. Oui. Et comme tu disais aussi, à la carte, dans les véhicules neufs, tu dois choisir justement tes options. Et lorsque tu l'achètes usagé, tu n'as pas à payer le même montant au niveau de tes options. Là. Ça vient avec le véhicule et c'est beaucoup moins dispendieux d'avoir plus d'options dans le véhicule que tu vas acheter. Oui, parce qu'en fait, entre un véhicule un petit peu moins équipé puis plus équipé dans l'usager, il va avoir une petite différence de prix, mais jamais aussi grosse que si tu as coché chacune des options comme dans sur le neuf. ton neuf. Oui, exactement. OK, parfait, super. Puis, parfait, super. Parfait, super. J'ai trouvé ça tellement drôle. OK, parfait, super. Super. Carry on. On regarde la feuille vu qu'on a...
Et aussi très important, possibilité d'avoir un véhicule qui est certifié. Tu nous en parles un peu plus, Kim? Oui, absolument. Donc, un véhicule certifié, ça veut dire que le concessionnaire qui vend la voiture va certifier le kilométrage, entre autres, certifier que la voiture Est en bon état? Oui. Selon des points cochés du concessionnaire. Exactement. Et elle va être inspectée et reconditionnée selon les critères du manufacturier. Oh, OK. Et ça m'amène au point que le terme certifié est utilisé par beaucoup de concessionnaires, mais logiquement, ils doivent suivre des barèmes de manufacturiers. Donc, si c'est un concessionnaire qui n'est pas attaché à un manufacturier, il ne peut pas certifier la le voiture. véhicule, ou du moins, c'est certifié selon leurs termes à eux. Donc, quand on parle d'un véhicule certifié, on dit qu'on achète un Honda certifié, on va l'acheter chez Honda selon les barèmes du manufacturier Honda. Oui, oui. Et ça vaut la peine. Oui, habituellement au niveau du certifié. Tu vas retrouver aussi un taux d'intérêt habituellement qui est plus bas Ouais, à cause souvent. que le véhicule est certifié. Exact. Donc, on va payer pour la certification. Ça va venir avec une garantie prolongée généralement, mais un taux d'intérêt plus bas. Donc, un dans l'autre, je pense qu'on est pas mal tout le temps gagnant de prendre la certification. Et de là aussi de savoir que le véhicule a été tout revu au niveau des points du manufacturier, puisque ça venait dans un des désavantages. Lorsqu'on achète un usager, il faut en connaître quand même beaucoup sur les voitures, puis connaître la modale. C'est comme la auto. La auto. Faut connaître le modèle qu'on veut acheter, puisque si on n'a pas le carproof, si on n'a pas tous les points à regarder sur le véhicule, on peut se faire avoir très souvent. Oui, puis je vais y revenir ça plus tard, justement, des petits trucs pour bien acheter une voiture d'occasion. Mais effectivement, le véhicule a déjà roulé. Donc, si on achète la voiture, elle n'a pas été inspectée correctement, puis vous vous retrouvez à faire des freins, devoir payer des changements de freins en dedans de quelques mois. Mais c'est des frais que vous déboursez directement après l'achat de l'auto, c'est pas intéressant. Donc, la certification, ça permet de s'assurer que tout est en bon état puis qu'il n'y aura pas nécessairement d'argent à mettre immédiatement sur l'auto. Une sécurité d'esprit, non? Oui, absolument. Moi, je trouve que ça vaut la peine dans une grande majorité du temps. C'est tellement beau, ça. Un petit cheers pour ça, ma Kim? Oui. Oh, wow. La auto. La auto. La modale. Donc, il y a aussi la possibilité de se faire avoir. Oui, pas mal plus qu'avec un neuf, parce que le neuf, le prix est déterminé par le manufacturier. Exact. Et le véhicule d'occasion, en fait, de un, on peut le payer trop cher, si on n'a pas bien regardé un des le désavantages. marché. Oui. Absolument. On pourrait aussi avoir un véhicule qui a été accidenté, réparé et mal réparé, qui va rouiller avec le temps. Oui. On peut aussi avoir un véhicule que le kilométrage a été reculé ou que la personne d'avant n'a pas fait un bon usage du véhicule, qu'on appelle couramment battu dans le langage. Donc, je pense que c'est important quand on achète un véhicule d'occasion de bien regarder ces points-là, mais tu as d'autres points aussi, il y a plusieurs désavantages. Oui, sur ma petite feuille, ici, il y a aussi... donc, tu vas être d'accord avec moi, je pense, Kim, aussi, c'est pas toujours facile de trouver le véhicule exact qu'on veut dans les véhicules usagés. Il faut s'armer de patience, puis ça, souvent, les gens, quand ils veulent s'acheter une voiture, c'est pas ce qu'ils ont le plus dans leur petite poche arrière, la patience. La patience, Ouais. juste ici. Là. Il y a aussi le taux qui est plus élevé. On parlait du taux d'intérêt. Donc, dans les véhicules usagés, le taux va majoritairement être toujours plus élevé. Oui, à moins qu'on prenne la certification parfois, mais sinon, souvent, le taux est plus élevé, oui. Et la garantie est déjà entamée, donc il va y avoir moins de garantie, à moins de se rajouter une garantie complémentaire, tout dépendant du kilométrage. Donc, la garantie est moins élevée. Oui, absolument. Donc oui, Alex, on a parlé de la dépréciation un peu plus tôt, puis je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté un petit peu plus en profondeur. Très d'accord. Souvent, quand j'expliquais à mes clients la dépréciation, je leur faisais un petit graphique. Donc, je vais sortir J'aime mes ça. talents en Vas-y, dessin vas-y. et je vais vous faire un graphique. Donc, le graphique a deux axes ici. Donc, il y a un axe ici qui est la valeur de la voiture et l'axe ici qui est la durée de vie, donc les années qu'on va posséder la voiture. Oui. Et le graphique, il va comme suit. Donc, ça fait une belle petite banane, comme ça. C'est qu'en fait, le véhicule, on parle d'un véhicule neuf ici, va déprécier de façon exponentielle dans les premières années. Oui. Puis, la façon que je peux vous expliquer ça, c'est, je vais te l'imager, mettons que tu te magasines une voiture. Oui. Tu as le choix entre un 2022 neuf, qui va coûter, on va y aller avec 20 000. Moi, tout coûte 20 000. Le 20 chiffre 000, magique. exactement. Ou tu as le choix entre un 2021 OK. avec peu de millage. Entre l'un et l'autre, si tu vas aller vers l'usager, il faut qu'il y ait quand même une différence de prix marquée. Parce que s'il y a juste 2000 de différence, tu vas opter pour le véhicule Tout de suite neuf neuf. parce que ça vaut la peine, on n'a pas perdu de garantie, ainsi de suite. Oui. Donc, c'est là qu'on dit que le step au début il est très grand. Parce que entre l'un et l'autre, il faut qu'il y ait une grande différence de prix. Donc, la dépréciation est là. Ensuite, plus les années avancent, plus le véhicule, la valeur va stagner.
jusqu'à se rendre presque à un niveau où ça vaut plus grand-chose, mais ça reste stable. Je comprends. Avec Ça va les être années. nivelé. Oui, exactement. Puis on dit souvent que plus on garde la voiture, plus qu'on absorbe la dépréciation, parce qu'à ce moment-là, même si on vit la grosse dépréciation initiale, Oui. bien après ça, on vit le moment de stabilité. Donc, en gros, ça fait une dépréciation assez moyenne. Je comprends. Tu sais, on en parlait aussi, je me rappelle quand j'étais dans la baie livraison, qu'on faisait les livraisons ensemble. Les clients, souvent, ils disaient que dès que je vais sortir la voiture du concessionnaire, il y a un pourcentage en partant qui va déprécier. Là. Oui. La voiture va déprécier tout de suite en sortant du concessionnaire. Là. Oui, puis c'est un peu vrai. Mettons, on va dire sur plutôt des semaines ou Oui, des mois, oui. mais c'est vrai qu'initialement, encore une fois, tu prends un 2020 puis un 2020 en 2020. S'il y en a un qui a 6 mois de rouler, même si la même année modèle, il vaut moins cher. T'sais. Fait que c'est là vraiment qu'au début. Donc, c'est les premières années, tu dirais, la première année jusqu'à la 5e année environ? Non, c'est plus court que ça. On Ouais. parle de la première, deuxième année majoritairement OK. du temps. Que le plus gros de la Le plus gros de dépréciation la va se faire. Absolument. OK. Par contre, c'est sûr que c'est variable d'une voiture à l'autre aussi. Des voitures rares, on parle souvent de Porsche parce que c'est un bon exemple, mais des voitures qui sont rares, difficiles à avoir, à ce moment-là, vont prendre de la valeur au début parce que les gens ne peuvent pas en avoir, tandis que celle qui est usagée est accessible immédiatement. Mais ça, on y reviendra. C'est un concept qui est un petit peu plus spécifique, Poussé. plus poussé, plus spécifique aux voitures d'exception. On y reviendra éventuellement. Mais très bien expliqué la dépréciation. Kim. Merci. C'est beau. J'ai hâte que vous voyez mon graphique. Dans le conseil financier aujourd'hui, je vais vous parler de à quoi s'attendre dans le bureau du directeur commercial. Donc, une fois que la vente a été complétée, que ce soit neuf ou usagé, vous allez devoir passer par le bureau du directeur commercial. Donc, je me remets dans mes anciennes chaussettes pour vous nommer un petit peu les catégories à voir lorsque vous allez rencontrer votre directeur commercial après la vente. Donc, la première chose qu'on va faire lorsque vous allez vous asseoir dans le bureau du directeur commercial, ça va être de faire la demande de crédit. Puis j'ai souvent eu des questions ou des interrogations justement par rapport à ce qui va être demandé et par rapport à la cote de crédit. Donc, je vais essayer de relier ça ensemble pour que ce soit un petit peu plus clair et que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc, à la base, dans une demande de crédit, il y a toujours les informations générales, le nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel. Tout ça, c'est confidentiel. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus des nommer. Et ça va être important pour qu'on puisse faire justement la recherche, la demande de crédit. Ça nous prend les informations de base. Par la suite, on va retrouver les informations. Donc, quand je parlais de votre adresse, est-ce que vous êtes en location? Est-ce que vous avez acheté une maison, un condo? Et on va parler justement de votre solde à jour, la valeur de votre actif, que ce soit justement une maison ou un condo. Si, exemple, vous êtes en couple, donc avec votre conjoint, on va séparer la valeur en deux. Donc, le paiement va être séparé en deux pour pas non plus que ça apparaisse comme si le paiement était complètement sur vous, sur votre demande de crédit. Donc, en parlant aussi de votre maison, quand je parlais du solde, aussi les années qui restent à payer sur votre solde de maison, de condo. Je ne l'ai pas dit auparavant, mais on va vous demander aussi votre travail, votre employeur, pas parce qu'on va appeler l'employeur, juste à savoir ça fait combien de temps que vous travaillez là. Est-ce que vous êtes temps plein, temps partiel? Donc, ça va être important de le savoir pour la demande de crédit. Par la suite, au niveau de tout ce qui est prêt important et solde de carte de crédit. Donc, si vous avez un solde de carte de crédit, exemple de 500 $ et que vous le prenez en roulement, donc ça veut dire que vous le payez à chaque mois, mais vous en remettez un peu dessus, pas besoin de le mentionner à votre directeur commercial. Les soldes importants, donc qui va rester à chaque mois, donc il va y avoir un solde important, je pourrais vous dire, qui dépasse le 1 000, 2 000 $. Même chose pour les prêts personnels. Donc, il faut aussi le mentionner. Ils vont vous demander les taux d'intérêt que vous avez sur vos soldes et prêts personnels et votre paiement que vous faites mensuellement. Donc, vous avez compris que vos dettes vont être ce qui va être mentionné le plus sur la demande de crédit. En fait, ils vont faire un calcul entre ce que vous possédez comme dette avec votre salaire que vous faites annuellement qui va vous être demandé. Et le calcul va se faire à savoir est-ce que cette dette peut être, la dette supplémentaire que vous voulez rajouter, donc l'achat ou la location, peut se permettre à votre bureau de crédit. La cote de crédit, vous pouvez toujours la valider avant d'aller chez votre directeur commercial parce que de son côté, lorsqu'on va avoir toutes les informations, ce qu'ils vont valider au niveau de la demande, c'est en fait votre capacité à avoir un nouveau paiement et si vous êtes un bon payeur. Donc, à retenir, ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes un bon payeur. Vos billes d'électricité, vos factures de courant que vous avez fixes, en fait, vos dépenses fixes. Est-ce que vous les payez à chaque mois? Est-ce que vous en avez oublié une? Que ce soit juste une facture oubliée, ça va apparaître sur votre bureau de crédit et ça va abaisser votre cote. Exemple que vous faites un salaire de 50 000. Ça va être super important de ne pas choisir un véhicule au-dessus de 50 000. Ça ne passera pas au niveau de la demande de crédit. Donc ça fait partie des trucs et astuces à savoir avant de faire la demande qui va quand même vous être demandé à la base. Il y a aussi le véhicule d'échange
s'il y a lieu, qui va être pris en considération et qui va être enlevé, en fait, la dette va être enlevée de la valeur de votre véhicule neuf. Ça va sûrement être validé auparavant aussi, mais si vous mettez un certain comptant sur la voiture, ça va être aussi calculé dans la demande de crédit. Habituellement, c'est assez rapide, 24 à 48 heures, une fois que la demande est complétée et qu'elle est envoyée, vous allez savoir si vous êtes approuvé tel quel ou avec condition. Condition, ça peut être de mettre un comptant obligatoire ou ça peut être d'avoir un co-signataire au contrat pour pouvoir faire l'achat ou la location de votre nouveau véhicule. Donc, très important de connaître vos informations de prêt, de solde personnel avant de rentrer dans le bureau du directeur commercial. Ça va juste vous aider à ce que la demande se fasse plus vite et plus concis. Et si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à demander à votre directeur commercial. En fait, il est là pour vous supporter à travers le processus de la demande de crédit. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils relativement sommaires pour bien acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Quand je dis relativement sommaire, c'est qu'il y a beaucoup de conseils à donner et c'est souvent, encore une fois, du cas par cas. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous fier à un professionnel qui est neutre, mais je vais vous donner quelques petites pistes pour faciliter votre vie lors de votre prochain achat. Si on prend le véhicule neuf, pour commencer, une des choses que je trouve très importante, c'est d'aller valider le prix à l'avance du véhicule neuf. Les prix sont normalisés, c'est le manufacturier qui va faire le prix. Donc, ça ne serait pas normal qu'un concessionnaire vende un véhicule plus cher que le prix sur Internet, par exemple. Donc, je pense que la première chose à faire, ça serait vraiment d'aller voir sur Internet le prix de vente et de regarder par la suite à combien ils vous le vendent, évidemment excluant les accessoires qui sont ajoutés par la suite. Une autre bonne façon de valider, si vous voulez vraiment faire là, les recherches au maximum, c'est d'aller vous chercher 2 prix dans 2 concessionnaires différents pour pouvoir les comparer. Ensuite, au niveau des équipements de la voiture, c'est important de poser les bonnes questions et de mentionner les équipements qui vous tiennent à cœur. Si pour vous, c'est très important d'avoir l'accès sans clé sur le véhicule, c'est important de le mentionner pour s'assurer que le véhicule qui est en train de vous vendre ou que vous avez sélectionné a cette option-là et de valider avant la livraison ou pendant la livraison que les options sélectionnées sont bien dans la voiture. Et finalement, un dernier conseil qui semble tomber sous le sens, mais c'est de bien choisir son modèle à la base. Donc, dans le neuf, vous pouvez faire beaucoup de comparatifs. Si vous avez plusieurs modèles en tête, faites les bonnes recherches, regardez comme il faut si tout ce que le véhicule vous offre est bon pour vous. Faites-en l'essai routier. Commencez par bien choisir votre modèle. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour un véhicule neuf. Maintenant, pour les véhicules d'occasion, si vous magasinez une voiture d'occasion, je pense qu'il y a plus de choses à prendre en considération qu'un véhicule neuf. Entre autres parce qu'il y a l'usure de la voiture à vérifier. Donc, je vous dirais que les grandes lignes, premièrement, s'assurer de l'endroit où on achète la voiture. Donc, si vous trouvez un véhicule en ligne qui vous intéresse, s'assurer que c'est un endroit qui est légitime, qui est valide, qui a des bonnes cotes. Je pense que c'est important. Ensuite, on va aller évidemment magasiner comme il faut en ligne, valider le prix. Est-ce qu'on paye le bon prix? Est-ce que le véhicule est trop cher comparé au comparatif? C'est quand même la base. Et les options qui sont incluses dans la voiture. Pour être sûr, encore une fois, qu'il rencontre bien ce qu'on cherche. Une fois que vous avez trouvé un véhicule d'occasion qui vous plaît, c'est important de demander quelques informations. Entre autres, on va faire sortir le rapport Carfax, qu'on appelle, qui s'appelait CarProof avant, d'ailleurs, les 2 mots sont utilisés. Et ça va être un rapport d'incident canadien et d'immatriculation. Donc, ce que ça va vous dire, ça, c'est s'il y a eu un accident qui a été réclamé aux assurances ou même juste une cote d'assurance qui a été fait, ça va être indiqué sur le rapport et quel genre de sinistre qui a été rencontré. Ensuite, on va y voir les immatriculations, si ça a été immatriculé au Québec, en Ontario ou aux États-Unis. Et parfois, on va même voir des dossiers de service, donc des entretiens qui ont été faits dans les concessionnaires. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on peut voir parfois le kilométrage, quand est-ce qu'il est rentré au concessionnaire. Donc, ça nous évite d'avoir des surprises. Si le véhicule à vendre a 40 000 km, mais que vous voyez dans le rapport Carfax qu'il y a des rentrées au service à 70 000 km, je pense qu'il y a anguille sous roche. Une autre information à vérifier lorsque vous arrivez au concessionnaire, regardez le véhicule, regardez l'usure de la voiture, l'usure des freins, l'usure des pneus. Regardez, demandez s'il y a un rapport d'inspection qui a été fait sur la voiture parce que chaque chose sur le véhicule d'occasion qui est trop usé, lorsque vous avez acheté la voiture, ça va être à vous de le payer. Donc, c'est important d'être au courant de l'état de la voiture. Et finalement, je vous dirais, si vous demandez quelque chose au concessionnaire ou si on vous promet, par exemple, des pneus ou des accessoires, de s'assurer qu'il est inscrit au contrat de votre achat pour ne pas arriver à la livraison et que ce soit une parole ou quelque chose qui a été seulement discuté et qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les 2 parties.
Finalement, la clé, c'est vraiment de faire ses recherches comme il faut, de regarder, de s'informer. Si ça vous tente pas, vous n'avez pas le temps de faire ça de votre côté, il y a des gens comme moi, des courtiers automobiles, qui sont là pour le faire pour vous, puis vous donner un avis précis, sans attache. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié nos sujets. Et on vous invite à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube, le 6 à 8, pour les prochains épisodes. Oui! Cheers, ma chum! Cheers, Kim! C'était une bonne gorgée que j'ai prise. Elle t'a surpris? Elle était surprenante à la fin. Ah.